La dernière table de cette matinée sera consacrée à la structuration des filières. Et je trouve que finalement le sujet qu'on vient de voir, qui aborde à la fois des problématiques de débats sociétaux, qui aborde des problématiques d'évolution réglementaire ou qui aborde des problématiques d'accompagnement des acteurs vers des bonnes pratiques, on est typiquement sur des actions qui nécessitent d'être bien organisées en filière. Et donc, on va voir quelles sont les organisations en place au niveau des filières réunies aujourd'hui. Et pour cela, nous allons commencer par la filière apicole. Et Stéphanie, je te laisse nous immerger au sein de la filière apicole. Bonjour messieurs. Donc une bonne organisation est effectivement essentielle pour porter des actions collectives. Celle de l'abeille est relativement récente. L'interprofession des produits de la ruche, qui s'appelle Interapi, a été créée en janvier 2018. Où en est-on aujourd'hui? Éric Lelong, vous êtes apiculteur professionnel dans l'Hérault avec plus de 500 ruches, producteur éleveur d'essaims, vous êtes président de la commission apicole à la FNSEA et vous êtes président de cette toute nouvelle interprofession des produits de la ruche. Expliquez-nous où on en est de la création de cette interprofession. Alors oui, merci pour cette invitation, merci Laurent. Effectivement, la structuration de la filière apicole, c'est quelque chose qui était dans l'esprit depuis très longtemps. Mon collègue ne me contredira pas, le rapport Sadier le mentionnait déjà. On a fait le choix à l'époque de créer un institut en premier lieu, dont Thomas Mollet en est le président. Et cette structuration de la filière par la création de l'institut a posé à un moment donné un problème, puisqu'il n'y avait pas de financement interprofessionnel pour aider l'institut. Donc on arrivait à un moment donné où la situation a été extrêmement difficile pour notre institut et l'ensemble de la filière s'est réuni pour dire non, c'est pas possible, il faut qu'on se structure, il faut que l'on crée une interprofession comme dans les autres filières. Et fort de ma présence au sein de la FNSEA et de gens présents dans les interprofessions, régulièrement on me disait mais pourquoi vous n'avez pas d'interprofession? C'est vraiment un outil qui sert la filière dont on a absolument besoin. Donc on a conduit ces débats et suite à ça, on a réussi effectivement, avec la multitude de structures qu'il y a dans le paysage apicole, ce qui est vraiment pas simple, à mettre tout le monde d'accord sur le fait du besoin d'avoir une interprofession. Donc on a signé une charte d'engagement et cette charte d'engagement a permis la création de l'interprofession. Les discussions, elles ont démarré quand? Parce que l'interprofession a été créée en janvier, mais de quand datent ces discussions? Ça faisait déjà bien longtemps, ça faisait 4 à 5 ans que nous discutions de ce projet, avec différentes péripéties, puisque ça a été rappelé tout à l'heure, sous l'égide de Stéphane Le Foll, le plan de développement durable de l'apiculture avait déjà mentionné ce besoin. Stéphane Le Foll avait insisté fortement sur la création de cette interprofession. Mais voilà, c'était pas mûr, on va dire. Et le résultat était que les difficultés de l'Institut ont fait prendre conscience d'avoir la nécessité d'avoir cet outil pour accompagner notre filière au niveau des outils techniques. D'ailleurs, pas que l'Institut, on a la problématique des ADA aussi, on a la problématique d'ADA France, qui est le réseau des ADA. Donc on a l'ensemble de la filière que nous avons besoin d'accompagner financièrement. Et comme vous le savez, nous sommes une petite filière en termes de nombre, puisque pour les apiculteurs professionnels, on est à peu près 5 à 6 000. Donc ça ne représente pas des gros volumes comme ça peut le représenter au niveau agricole sur la partie semences. Par contre, on a un impact sur l'environnement qui est majeur. On le voit bien au niveau de la pollinisation, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je pense que si on était des producteurs d'escargots, on ne serait pas là. Voilà, on n'a pas le même impact. Et donc, je le dis souvent, acheter du miel, ce n'est pas uniquement acheter un produit que l'on va consommer, c'est aussi soutenir la biodiversité française par le biais de ces apiculteurs. Donc, tout ce travail-là, cette construction de structuration de la filière est extrêmement important. Et tous les acteurs qui ont parlé ce matin vous l'ont montré. Donc Interapi, c'est quoi Interapi aujourd'hui? Alors Interapi, c'est une interprofession, comme son nom l'indique. Vous connaissez tous à peu près ici dans le monde agricole ce que c'est qu'une interprofession. Il s'agit de regrouper l'amont et l'aval de la filière. Donc nous avons fait le choix de faire une structuration longue. Donc on part des producteurs jusqu'à la commercialisation, c'est-à-dire la grande distribution. Et nous regroupons, vous l'avez sur cette image, l'ensemble des structures présentes. Là, vous avez le collège amont. Donc les structures présentes, ce sont les syndicats représentatifs aux élections chambres, les syndicats professionnels apicoles, plus ADA France, qui est le réseau des ADA, on en a parlé tout à l'heure,
plus les coopératives et le GPGR qui représente les coopératives, le syndicat des producteurs de gelée royale. Voilà. Et Collège Aval, vous l'avez sur la diapositive suivante, vous avez le syndicat français du miel, donc pour ce qui est des conditionneurs. Vous avez ensuite la grande distribution, vous connaissez tous, FCD, et le syndicat français du matériel apicole, qui sont associés aussi au Collège Aval. Voilà. Donc c'est une interprofession longue qui a fait le choix de travailler sur plusieurs axes, donc ce qui faisait l'engagement au départ des structures. Donc vous les avez aussi ici, l'ensemble des axes que nous avons choisi de travailler. On peut les citer ? Oui, tout à fait. Donc, contribuer activement à la résolution des problèmes de production des produits de la ruche. Donc, c'est ce qu'on a un petit peu parlé ce matin par rapport à la pollinisation et la ressource, qui sont des éléments essentiels pour la qualité des abeilles, leur bon état sanitaire, bien entendu, mais pas que. La problématique des phytos, on en a parlé, la réduction des phytos, ça a été évoqué aussi ici, qui est quelque chose qui nous tient bien évidemment à cœur. Et surtout, entre guillemets, l'innocuité, évidemment, de ces produits pour les abeilles. Ensuite, la qualité, la traçabilité, la promotion des produits de la ruche. Nous savons, et tout le monde le sait aujourd'hui, que la société est extrêmement regardante sur la qualité des produits qu'elle consomme. Et nous souhaitons, nous, effectivement, avec différents outils, pouvoir garantir cette traçabilité, puisque le consommateur, évidemment, vous le savez, regarde aujourd'hui les origines aussi. Dans la loi Egalim, actuellement, il y a une discussion sur l'étiquetage du miel. Et l'interprofession s'est mise d'accord pour faire en sorte que sur les pots de miel, l'ensemble des pays soient présents sur un pot quand il s'agit de mélange de miel et pas la présence que d'une seule origine. Donc ça, c'est vraiment une avancée, une des premières avancées qui a été discutée entre l'amont et l'aval de l'interprofession. Et il faut saluer le fait que tout le monde a pu se mettre d'accord sur ce sujet-là. Et qui sera une avancée pour le consommateur, puisqu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas. On avait, dans le cadre de mélange, les appellations miel Union européenne ou hors Union européenne, qui n'étaient effectivement pas très claires, on va dire. Voilà. Et puis, structurer l'économie de la filière, qui est un autre élément important. On a des problématiques d'écoulement des miels, surtout l'écoulement des miels en gros, avec des difficultés. On l'a exprimé tout à l'heure. L'année 2014 était une très mauvaise année de production. Suivant l'année 2015, plutôt une bonne année, eh bien, avec ces pics de production, ou ces baisses de production, on retrouve ensuite des difficultés au niveau économique pour écouler les miels, puisque on est en marché extrêmement tendu au niveau de la production, puisqu'on ne produit pas suffisamment de miel pour fournir le marché français. Donc on a beaucoup d'importations, et c'est évidemment lors des mauvaises années que les importations explosent, et puis après, il faut faire marche arrière. Et ça devient compliqué d'écouler la production, ce qui peut être paradoxal alors qu'on ne produit pas suffisamment. Donc il faut évidemment travailler ces questions. Ces axes stratégiques, c'est à peu près l'équivalent du plan de filière qu'Interapy va porter. Voilà, tout à fait. Donc suite aux Egalim, le président avait souhaité que chaque interprofession présente un plan de filière. Alors nous, on a fait un choix un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a d'abord travaillé un plan d'action. Ça nous semblait, parce qu'il fallait tout faire en même temps, donc il nous semblait plus logique de partir sur un plan d'action d'où découlerait ensuite le plan de filière. Donc on est sur la phase finale du plan de filière, sur la rédaction de la phase finale du plan de filière, qui servira d'ossature d'ailleurs pour le travail avec nos outils de filière, comme l'Institut. Et ce travail sera remis au ministre dès que nous aurons, c'est pas la certification, mais enfin, je n'ai plus le nom exactement en tête, mais de l'interprofession. Comment vont être financées ces actions ? Alors oui, c'est une très bonne question. La problématique du financement, évidemment, c'est la base de travail des accords interprofessionnels entre l'amont et l'aval. Donc nous avons déjà réuni des commissions sur ce sujet-là. C'est que cette commission... Là, c'est les différentes commissions Tout à fait. qui seront dans l'Interapy. Exactement, qui sont déjà à l'œuvre. Il y en a 5. Voilà, donc je vais les reprendre peut-être une par une. La commission résolution des problèmes de production, qui est une commission qui a déjà produit pas mal de travail sur les actions possibles dans ce domaine-là. Qualité, traçabilité, économie de la filière, on vient d'en parler avec la partie étiquetage, mais pas que. La problématique aussi du travail sur les fraudes aussi. Puisque il y a eu un rapport de la DGCCRF sur la problématique qui démontre qu'on est comme les autres filières, quoi, finalement. Hein. Il y a du bon et du mauvais. Donc il faut travailler ces éléments-là pour garantir aux consommateurs une traçabilité correcte des produits. Et puis, je vais sauter la CVCVO pour en reparler après, mais la normalisation AFNOR est un sujet qui a été porté au niveau international sur une normalisation ISO des miels.
Et on a souhaité évidemment intégrer cette discussion. Et nous avons aujourd'hui sur la partie miel le leadership avec mon collègue à droite qui a participé en Chine aux premiers travaux. Et aujourd'hui, nous avons le secrétariat sur la partie miel que nous devons assurer. Et je remercie François Grimer qui est présent ici, qui nous soutient financièrement, parce qu'évidemment, sans CVO, on va en parler juste après, il n'était pas possible pour nous de financer ces travaux aujourd'hui. Donc on remercie les pouvoirs publics sur cet aspect-là. Et puis la communication, parce que, comme vous le savez, c'est une des bases d'une interprofession, de pouvoir communiquer avec les apiculteurs et avec les consommateurs, bien entendu. Donc nous démarrons effectivement les premiers travaux là-dessus. Et il y a énormément à faire puisque rien n'existe, donc on a un très gros travail. Et pour faire tout ça, évidemment, on a besoin d'argent. Et pour le coup, nous avons commencé à travailler sur cette CVO qui prendra la forme cotisation volontaire obligatoire. Oui, c'est des cotisations. Oui, pardon, c'est des cotisations volontaires obligatoires. Alors, ça peut paraître bizarre pour les gens qui ne sont pas connaisseurs du sujet. Volontaire et obligatoire, ça va pas trop ensemble, on va dire. C'est volontaire parce que c'est nous qui le décidons. Ça sera les apiculteurs et l'aval qui feront le choix de cette cotisation. Et obligatoire parce que les accords interprofessionnels nous permettent de rendre cela obligatoire à tous les acteurs de la filière en termes de prélèvement. Ce qui rend évidemment un taux de prélèvement plus important que si c'était que volontaire. Donc le choix a été fait de partager la poire en deux, c'est-à-dire collège production, collège commercialisation, et de faire 2 méthodes de prélèvement pour chacun des collèges. Et que nous apporterions à part égale, en tout cas plutôt équitable, le financement. Ce qui veut dire que ce ne sera pas forcément 50-50, mais qu'en fonction des capacités des uns et des autres, on fera varier le curseur en fonction aussi, bien sûr, des besoins. C'est-à-dire que du plan de filière découlent les actions on les finance dans un budget, et ce budget-là permettra derrière de faire le calcul précis pour chacun des acteurs. Mais par contre, les méthodes de prélèvement sont déjà en voie d'être actées. Donc sur la partie commercialisation, ça sera sur le kilo de miel vendu. Alors, miel français et miel étranger, donc tous les miels. Et sur la partie producteur, on a fait le choix de passer par la MSA, de faire un prélèvement qui sera à hauteur du bénéfice agricole, avec un calcul qui contiendra une part fixe et une part variable. Voilà, donc ce mécanisme-là est en train d'être discuté, donc il n'est pas encore validé, donc il s'agit bien de propositions pour le moment. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé non plus des propositions de la commission résolution des problèmes de production, parce qu'on est à l'état des propositions, le travail est en cours, même s'il va très vite, il faut qu'il soit validé encore par tout le monde, donc j'en dirai pas plus sur cette partie-là. Merci beaucoup Éric Lelong, c'est important de faire un bon point sur cette toute jeune interprofession. Joël Chiraud, vous êtes président du CPMF, SPMF, le syndicat des producteurs professionnels de miel français, qui existe depuis 1931, m'avez-vous dit. Et vous êtes apiculteur de père en fils à Boulins dans les Pyrénées, et vous avez 800 ruches. Et un des points majeurs pour une bonne organisation de la filière, c'est une bonne entente avec les agriculteurs. Mais est-ce que l'entente entre agriculteurs et apiculteurs est-elle vraiment très bonne ? Je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'on entend dans les campagnes ou dans les villes. Joël Chiraud. Bon. Merci beaucoup, merci à Van Amso, merci à Laurent de m'avoir invité. Dans un premier temps, j'ai été un peu surpris parce que la pollinisation, ça sort un petit peu de mon champ de compétences. Moi, je suis un pur producteur de miel. Et nous avons convenu que je m'exprime sur le terrain et dans la vraie vie, quel est exactement l'état des relations entre apiculteurs et agriculteurs. On m'a donné 7 minutes, je vous invite à vérifier. Top chrono. Si on fait abstraction des essais anecdotiques de l'entre-deux-guerres, les produits de protection des cultures ont commencé à être employés après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la France, l'utilisation s'est faite très progressivement à partir et autour du grand bassin parisien. Dans le Gers, les premiers épandages se sont faits autour des années 1965-1970. C'était le Lindane et le Parathion qui étaient les produits les plus utilisés. L'effet était spectaculaire. Un tas d'abeilles mortes devant chaque ruche et une odeur de putréfaction perceptible très largement autour du rucher. La plupart des apiculteurs étaient aussi, sinon agriculteurs, au moins cultivateurs de petites parcelles de terre, de vergers ou de jardinage.
Personne ne contestait la nécessité de lutter contre les ravageurs. Selon une pratique bien établie, il y avait des relations permanentes. Soit l'apiculteur attendait que l'agriculteur ait traité pour amener ses ruches, soit l'agriculteur patientait quelques jours que l'apiculteur s'en aille pour effectuer son traitement. Il convient de préciser qu'il y avait beaucoup moins de traitements qu'aujourd'hui. Les choses ont totalement changé à partir du premier décret abeille du 4 février 1976. Il est bon de noter pour la petite histoire que ce décret a mis plusieurs années à sortir dans la version que vous connaissez. Il y a eu de longues discussions pour savoir s'il fallait 0 fleurs ou si l'on pouvait encore traiter jusqu'à 10, 50, voire 100 fleurs au mètre carré. Finalement, c'est le 0 fleurs qui a été retenu. Il est même précisé que si des adventices sont présentes, elles doivent être fauchées ou arrachées avant le traitement. L'intention était bonne. Pourtant, ce fut une catastrophe pour les apiculteurs et les abeilles. Suite à cet arrêté, l'idée s'est installée qu'il existait des produits non dangereux pour les abeilles. Or, globalement, c'est faux. Outre les insecticides, la plupart des fongicides empoisonnent les abeilles. Ne parlons pas des mélanges qui, le plus souvent, multiplient la toxicité de chaque molécule. Globalement, pour ce que nous pouvons en savoir au regard de nos expériences, nous ne connaissons que 3 produits qui semblent réellement non dangereux, le pyrémicarbe, le fluvalinate et le glyphosate. Du coup, les comportements se sont inversés. Au lieu de porter nos ruches au moment des floraisons, nous les enlevions pour les mettre à l'abri hors des zones cultivées. Cela se faisait dans le dialogue et en toute amitié avec les agriculteurs. Il faut dire que jusqu'à la frénésie médiatique de l'affaire Gauchot, la quasi-totalité des apiculteurs étaient issus du monde agricole. Même les néo-ruraux post-68 étaient passés un stage chez des agriculteurs. La presse s'est emparée de l'affaire et à partir du moment où quelques apiculteurs débutants ont trouvé des micros et des caméras complaisants à leur portée, ce sujet qui pendant des dizaines d'années était resté cantonné dans les campagnes a inondé les médias. Dès lors qu'on s'adresse au grand public, il semble que la règle de base obligatoire soit de tellement simplifier les choses qu'à la fin, les spécialistes ne comprennent même pas les questions qu'on leur pose. Ils se trouvent incapables d'y répondre, le moindre terme technique est banni, l'effet de ce simplisme outrancier est catastrophique. Le résultat est là, y compris parmi certains agriculteurs, l'idée s'est installée d'un conflit latent, voire parfois carrément ouvert entre nous. Il n'en est rien. Il n'est pas question de nier la réalité. Une poignée d'individus, la plupart citadins et généralement militants de telle ou telle cause bien pensante, se déclarent apiculteurs. Ils monopolisent les médias pour expliquer que tous leurs ennuis viennent des autres et, en premier lieu, les agriculteurs. Mais au fait, qui est apiculteur ? Il y a environ 1500 apiculteurs professionnels recensés et 3000 plus réactifs. Or, les 2 syndicats les plus brillants revendiquent plus de 50 000 adhérents. Soyons clairs, l'apiculture souffre d'une absence totale de structuration et de représentativité. Pour peu qu'il y ait de l'entre-gens ou des qualités de communicants, n'importe qui peut se réveiller un matin en ayant la conviction qu'il est porteur d'un message pour sauver les abeilles, aller pérorer dans les médias et porter sa bonne parole. Pour peu qu'il soit un bon client, les médias se l'arrachent, il peut sévir successivement dans plusieurs dizaines de supports. C'est ainsi qu'une petite centaine de personnes, la plupart non apiculteurs ou apiculteurs de très fraîche date, par leur omniprésence envahissante, peuvent donner l'illusion d'un conflit ouvert entre agriculteurs et apiculteurs. C'est faux. Dans la vraie vie, sur le terrain, sans occulter des comportements inappropriés d'un côté ou de l'autre, en réalité, il n'y a ni animosité, ni conflit. Il reste que le problème demeure. Comment faire pour protéger les cultures sans dégrader l'environnement en général et détruire les pollinisateurs en particulier. La solution, qui consiste à homologuer des produits au fur et à mesure des besoins en fonction de protocoles plus ou moins bien élaborés pour se voir contraints devant l'évidence de leur toxicité de les retirer quelques années après, n'est pas la bonne. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent avec le résultat que l'on connaît. La solution qui consiste à tout interdire au moindre signal de dangerosité en laissant les agriculteurs devant des impasses techniques insurmontables ne sera pas meilleure.
C'est hélas ce qui se dessine au regard des dernières décisions administratives. Suite au dernier avis de l'ANSES du 5 février 2019, la DGL a créé un groupe de travail sur la protection des insectes pollinisateurs afin de remettre en chantier la modification de la dernière version de l'arrêté du 28 novembre 2003. Le SPMF a déjà renvoyé ces 2 documents de travail de 2014. Ils n'ont pas pris une ride. À cette époque, le projet avait avorté. Il reste aujourd'hui aux agriculteurs et aux apiculteurs de faire des propositions concrètes pour sortir par le haut de l'impasse actuelle. C'est un chantier passionnant et sous réserve que la question soit bien posée, le SPMF est prêt à porter son expertise. Il ne faut pas se tromper de combat. La protection des cultures est une nécessité et si on veut bien s'en tenir à la réalité du terrain, sans tenir compte des exagérations colportées par les médias, pour l'instant, il n'y a pas de conflit entre les vrais apiculteurs et les vrais agriculteurs. Merci beaucoup, Joël Giraud. Et pour les médias, je plaide non coupable, en ce qui concerne le mien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Merci, Éric, pour une vision en fait, de cette filière apicole qui est en train de se structurer pour porter des actions collectives en son sein et aussi avec d'autres filières. Effectivement, on va voir des filières qui sont plus habituées à avoir des interprofessions. Je vais m'adresser d'abord à François Chauveau. François, vous êtes agriculteur en grande culture, avec un atelier apicole également. Oui. Je vous laisse vous présenter et nous présenter, s'il vous plaît, la filière oléagineux. Oui, pourquoi pas. Et également un peu la filière, un peu les positions professionnelles de Terrinovia, puisque j'excuse le président de Terrinovia, Sébastien Windsor, qui était prévu parmi nous aujourd'hui et qui, pour des raisons d'agenda, ne peut pas être là et m'a demandé ce matin de le remplacer au pied de lui. Voilà, donc je vais essayer d'être à l'auteur. Donc tout d'abord, je suis agriculteur dans le nord de Sèvres, à 35 km au nord de Futuroscope, sur la frontière Vienne de Sèvres. Agriculteur, nous travaillons 2 exploitations ensemble, séparées, mais les ateliers sont menés conjointement. La gestion du personnel gérée par un groupement d'employeurs. Nous faisons des grandes cultures, oléagineuses, protéagineuses évidemment, et maïs. Et également un atelier apicole, dont j'en suis la 4e génération. Voilà. L'apiculture a toujours eu des hauts et des bas. Je me rappelle toujours des choses qui m'ont marqué par mon grand-père. Il me disait, méfie-toi, moi entre 65 et 75, je laissais crever les ruches. Le nourrissement me coûtait plus cher que le miel que je récoltais. Donc c'est des choses quand même qu'il faut avoir en mémoire, hein, et qui sont bonnes à marquer. Voilà, donc maintenant je vais revenir à tout ce qui est... Merci de nous avoir invités d'abord et d'avoir mis la filière au cœur des débats aujourd'hui. C'est bien. Donc la filière Oléo-Pro, c'est un peu plus de 2 millions d'hectares de culture. C'est 600 000 hectares de tournesol, 1 500 000 hectares de colza, une moyenne de rendement de 3,4 tonnes de colza national. Et il ne faut pas perdre de vue que dans ces 3,4 tonnes de colza, eh bien, il y a de l'huile, du tourteau et de la glycérine. Voilà. De l'huile qui nous sert en alimentaire, biocarburant, etc. Du tourteau qui nous sert à avoir une indépendance européenne des États-Unis et du Brésil, notamment au niveau du tourteau de soja, puisqu'aujourd'hui nous avons conquis, à travers la mise en place de biocarburants, exactement 60% des marchés des tourteaux européens. 60% des tourteaux utilisés en Europe sont européens. Donc les données sont changées. Ça peut être que positif. La filière investit toujours, la filière se dynamise. Nous avons quand même quelques difficultés, notamment quand le gouvernement a autorisé Total à importer 800 000 tonnes et à stérifier 800 000 tonnes d'huile de palme. Eh bien, la filière s'est mobilisée, les producteurs se sont mobilisés, parce que c'est avant tout les producteurs qui composent la filière. Et nous avons organisé le blocage des raffineries. Suite à ça nous a permis de retourner au ministère, à la table des négociations à Bruxelles sur les taux d'incorporation et de relever les taux d'incorporation pour garder des colzas en Europe, et en France notamment. Donc c'est un des points que je voulais aussi mettre en avant. Et pour aussi vous dire que la filière baisse pas les bras, eh bien nous venons de mettre au point un nouveau carburant, 100% végétal, 100% renouvelable, qui est l'oléo 100,
pour l'instant destiné aux flottes captives, mais bon, qui va se généraliser par la suite. Mais c'est un carburant. Flotte captive. Oui, alors flotte captive, c'est les grosses flottes urbaines, notamment bus, poids lourds. Car pour l'instant, le problème, c'est le ravitaillement et de faire les pleins des véhicules. Il faut que ça soit fait toujours sur le même site, quoi. Voilà pourquoi il s'adresse pour l'instant qu'aux flottes captives. Mais ça marche. Ça fait 2 ans que certains groupes de transport avaient adhéré à la démarche et ça marche aujourd'hui. Donc là aussi, il ne faut pas oublier que ça sera 2000 litres par hectare de colza, 2000 litres d'huile par hectare de colza liés à ce nouveau carburant et 1500 kg de tourteau à nouveau que je tiens à souligner pour faire le lien du végétal à l'animal qui est très important. Voilà ce que j'aurais principalement à dire pour la filière. Ce que j'ai entendu, c'est, merci François, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup de succès finalement de cette filière. On n'a pas tant parlé organisation et structuration, mais en tout cas, il y a des résultats. Voilà, exactement. Et maintenant, donc, pour ce qui est de Terra Innovia, le souhait de Terra, je vais essayer d'être bref en 2 minutes, parce que vous m'avez demandé d'être bref. Bon, pour ce qui est de Terra Innovia, j'interviens derrière Fabien, donc déjà bien brosser le débat, bien brosser le tableau. Pour ce qui est de Terra Innovia, le souhait de Terra Innovia, c'est d'abord, il adhère pleinement aux démarches de l'ANAMSO, aux démarches de l'ITSAP, aux démarches de toute la filière semences. Donc nous, notre souhait, c'est de développer un vrai partenariat gagnant-gagnant entre l'ensemble de ces filières. Notamment de se remettre à travailler avec l'ITSAP, maintenant qu'il est remis en ligne, qui fonctionne. Et on va pouvoir retravailler et redévelopper des thèmes de travail ensemble. Également, Terra Innovia est un outil, c'est un institut qui fait des études, qui présente, qui prospecte, qui conseille les agriculteurs. Et notre souhait, c'est d'avoir toujours des pratiques positives. Au niveau de la recherche, on travaille, on se demande ce que soit développé. Le travail d'espèces résistantes aux maladies, j'en reviens au débat des fongicides sur colza, je ne m'y attarderai pas. Et voilà où nos souhaits. Pour ce qui est de l'attractivité des variétés, bien sûr, nous en sommes conscients. Nous sommes conscients qu'il y a un véritable enjeu pour l'apiculture derrière. Mais néanmoins, il nous faut aussi être prudent, parce qu'on s'est aperçu au sein de notre labo que il y avait la variété en elle-même, mais il y avait aussi les conduites culturelles qui influençaient, l'homogénéité des sols, la météo, etc., tout ce qu'on a vu hier, qui sont des facteurs non plus à pas écarter. Et donc, pour ce qui est du tournesol, c'est un peu plus compliqué, la variété est encore plus liée au contexte qu'au colza. Mais néanmoins, il nous faut rester prudent. De là à mettre comme critère de validation des variétés un critère tarifaire, puisqu'on pourrait tomber à des problèmes de variétés françaises qui seraient abandonnées ou non produites en France, et pas non plus inscrites, mais qui pourraient être inscrites au catalogue européen et favoriser des variétés inscrites au catalogue européen plutôt que notre filière française. Donc on souhaite aussi quand même garder une filière forte de semences en France, et donc attention dans les prises de décision qui sont faites de l'inscription des critères. Voilà le message que je voulais faire passer. Merci de m'avoir écouté. Merci François. Nous retrouvons Laurent Bourdil qui s'est présenté tout à l'heure en tant que président de la section oléagineuse du GNIS. Et donc on vous retrouve encore à ce titre-là. Est-ce que vous pouvez faire le lien entre finalement l'organisation de la filière oléagineuse et l'organisation de la filière semencière, puisque vous êtes à l'ANAMSO également, donc à l'interface entre les deux? Voilà, effectivement, donc la subtilité pour moi, c'est que en tant que président de section oléagineuse, je suis avant tout président de l'ANAMSO, donc l'association des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses, et je suis surtout, principalement, mon métier, je suis agriculteur et multiplicateur de semences dans le Lauragais non loin d'ici. Donc effectivement, l'intérêt pour moi en AMSO, en étant à la fois au GNIS, au sein de l'interprofession, une interprofession qui est très ancienne, très bien structurée, qui date depuis 1962, la création, même s'il existait quand même quelques années avant la création officielle. Donc ce qui permet, c'est l'interprofession regroupe toutes les espèces et regroupe à la fois paritairement les semenciers et les agriculteurs. Donc toutes les décisions qui sont prises, quelles qu'elles soient, techniques ou pour le fonctionnement, sont faites à part égale avec les semenciers et les agriculteurs. L'avantage pour moi que j'ai en tant que président ANAMSO, c'est que je suis de ce fait intégré, je suis au cœur de la filière et je fais partie de toutes les structures de la filière végétale ou semences autour de nous. C'est-à-dire qu'en tant que président
ans à Namso, je suis administrateur à la FOP, je suis administrateur à Terrinovia, je suis administrateur à Terre Univia, je suis donc au GNIS, je suis au comité apicole, je suis également au HCB sur les biotechnologies. Donc, du coup, j'ai le CTPS, donc j'ai la porte ouverte, j'ai beaucoup de casquettes, je ne sais pas comment j'arrive à tout faire, mais bon, on y arrive. L'essentiel. Ça serait bien aussi. Comment ? Si vous dormiez de temps en temps, ça serait bien. J'essaye des fois, mais tu me connais suffisamment. Mais donc, c'est le problème, c'est que quand je reçois des mails de Joël, il me faut calculer 7 minutes plus les compliments pour les lire, mais c'est toujours un plaisir. Donc, pour en revenir à la structuration. Voilà. Donc, la structuration, c'est primordial. L'intérêt, c'est qu'il faut connaître l'ensemble de nos métiers pour pouvoir faire avancer les choses. Et le fait qu'aujourd'hui, l'Institut, l'Interrapide est en train de se créer et va être créé, je pense que c'est fondamental qu'elle soit faite et qu'elle soit faite aussi en lien avec le végétal. Parce qu'aujourd'hui, le monde apicole ne peut pas se passer du végétal, autant par la partie grande culture, pour avoir la diversité des espèces, pour pouvoir travailler l'aspect de nectarification, le classement des variétés. Moi aussi, je suis convaincu que c'est une erreur. Ce qu'il faut travailler, c'est pourquoi on trouve qu'elles sont moins nectarifères. Il y a derrière Terrinovia qui travaille aussi, des études qui ont été faites aussi par l'UFS, il n'y a rien qui le démontre. Par contre, on sait qu'il y a un changement climatique, il y a tout un tas d'effets qui font qu'il y a peut-être moins de miel. Mais on ne peut pas dire que nos sélectionneurs aient fait un choix, je ne sais quoi dire, spontané, de dire on va sélectionner même des variétés non nectarifères. Il n'y aurait aucun intérêt, ni pour l'un ni pour l'autre. Pour compléter ce qui a été dit par rapport à la FOP et à Terrinovia, la filière Avril, elle est structurée avec Terrinovia et la FOP. Donc il y a un outil industriel, il faut que les agriculteurs puissent produire, qu'on puisse protéger nos cultures pour qu'elles soient menées à floraison en bon état culturel. Si elles arrivent en bon état culturel, elles feront de belles fleurs et il y aura un peu plus de pollen. Mieux de chances d'avoir plus de pollen et de nectar pour faire du miel. Donc il faut protéger nos cultures comme on protège nos abeilles. C'est aussi pour ça qu'on avait le thème aujourd'hui dans ce sens. L'autre point, c'est que notre filière, on fait du biodiesel, il y a de l'huile, il y a des tourteaux pour l'alimentation, mais le miel, évidemment, n'est pas intégré dans la partie transformation grande culture, mais il est évident que la production doit tout amener. Maintenant, il faut trouver le bon compromis et il faut se mettre à l'évidence que c'est l'agriculteur sur le terrain, lui, il cherche de la valeur. Qu'est-ce qu'il cherche ? C'est produire de l'huile avant tout. C'est produire des rendements et une valeur en huile. Mais il faut petit à petit faire évoluer le modèle agricole pour que tous les besoins de toutes les parties, de toutes les filières s'y retrouvent. Donc les filières, aujourd'hui, on a le GNIS, on a donc la filière végétale. Demain, on aura une thérapie. Ces trois filières doivent travailler main dans la main, gagnant-gagnant, pour que tout le monde puisse avancer et pour que le modèle et la ferme France soient un modèle dans les autres pays de l'Europe pour montrer qu'on est capable de travailler solidairement ensemble dans l'intérêt collectif et surtout dans l'attente sociétale qu'il a tous les jours avec nous. Une petite question bonus. Au sein du GNIS, vous avez dit qu'il y avait différentes familles, différentes espèces. Vous êtes partie prenante de la filière oléagineuse. Comment, et j'ai bien entendu que la pollinisation était particulièrement critique et étudiée et maîtrisée côté oléagineux, qu'est-ce que vous faites pour influencer et quelle est votre action vis-à-vis du GNIS en général et des autres filières ? Au sein du GNIS, donc l'ensemble des filières, les oléagineux, c'est sûr qu'on a été les premiers à faire des travaux sur la pollinisation. Non seulement c'est parce qu'on a eu dès le départ donc l'intérêt des surfaces qui ont augmenté, c'était le tournesol une culture nouvelle par rapport au reste des cultures, et puisque ça avait il y a 30 ans à peu près, en 75, un peu avant 75, que le tournesol s'est développé avec la partie hybridation qui est plus récente, du coup avec l'intérêt obligatoirement d'avoir des abeilles. Et puis on a eu le pic des augmentations de surface en 2007-2008-2009 et là donc il a fallu trouver des abeilles, donc on a mis tout un tas d'actions en place au niveau de la section, autant avec la centrale de réservation BBWAPI, de la charte apicole bonne pratique, justement on a été les premiers maillons et qui a permis de donner l'idée aussi aux autres filières de faire la même chose. Aujourd'hui, je me félicite de tout le travail qui est fait par Avril et par la FOP, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, sur donc, la plaquette qu'ils ont fait sur le colza, hein, donc toutes les fiches de production. C'est qu'aujourd'hui, il y a bien une volonté de toutes les structures de communiquer dans le bon sens et en allant ensemble pour défendre les productions, quelles que soient apicoles ou agricoles. Merci Laurent. Merci à tous.